Ok, alors, nous avions vu ça, la disposition, la conception de comment se forment en réalité les générateurs, les chakras, et c'est pour ça qu'ils reçoivent le nom de chakra, qui veut dire tourner, qui veut dire roue, parce qu'en réalité, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des vortex dans l'éther, en créant des émanations, des tourbillons de charges quantiques à travers un nombre différent et croissant, dans certains cas, du nombre de neutroniums. Alors ceci, ce que ça fait, c'est que ça produit non seulement une énergie d'une certaine longueur d'onde, mais aussi ça produit d'autres différences, c'est-à-dire le type d'énergie que ça produit, etc. On va dire la densité. Et ce qui va arriver, c'est que ici, vous voyez, au centre de chaque générateur, ici, il y a aussi, mais il est si petit qu'on ne le voit pas, on ne le dessine même pas, je crois que c'est simplement un petit point blanc. Mais vous voyez qu'au centre, il y a toujours une figure, en fait une figure géométrique. Ce point, il y a une connexion avec notre partie mentale. Alors c'est pour ça qu'on l'appelle le psychobiogénérateur, parce qu'il est intimement, étroitement lié au fonctionnement de notre mental. Alors, c'est un système qui fonctionne un peu dans les deux sens. C'est-à-dire, les pensées peuvent déclencher certaines activités dans les différents générateurs, ou bien aussi les générateurs, dus à ces points centraux, ils peuvent déclencher un certain train de pensée et une certaine activité dans le mental. Alors c'est un système dans les deux sens. Et bon, c'est pas objet de ce cours, mais en général, ce qu'on va dire, c'est que les générateurs, ils font une très très importante fonction dans le domaine biologique. Au fait, c'est sur eux que repose un fonctionnement sain ou bien maladif de notre biologie. Tout passe par les générateurs. Aussi, ce qu'il y a, c'est que les générateurs, étant donné que c'est eux qui produisent l'activité proprement émotionnelle, alors c'est d'eux que dépend mon bienfait, mon bien-être, la façon dont je vais agir avec les autres. Soit je vais avoir une interaction saine, ou bien je vais avoir une interaction malade avec les autres. Et simplement du fait que, en général, on ne connaît pas la façon d'alimenter soit notre corps, mais aussi en se rappelant que c'est dans l'énergie des aliments qu'on va trouver à peu près 90% de l'énergie qui va être utilisée par les générateurs. C'est-à-dire, pour les générateurs, c'est aussi crucial avoir une alimentation correcte. Si par exemple, je prends par exemple le troisième générateur, il est, laisse-moi voir ici, oui, nous avions vu ça la dernière fois. Par exemple, le troisième générateur, il se trouve à l'auteur du plexus solaire. Alors on sait que le plexus solaire, c'est un très très extrêmement complet et on va dire c'est un carrefour très complet de signalisation nerveuse partout dans le corps. Au niveau qu'il y a beaucoup de scientifiques qui l'appellent depuis un bon bout de temps, que c'est à peu près comme un autre cerveau. Et même ils parlent que si on voit l'intestin grêle, il a une composition similaire au cerveau, c'est-à-dire il y a beaucoup de surface, beaucoup de fractalisation, etc. Mais aussi, c'est par la présence et les fonctions du troisième générateur. Parce que le troisième générateur, il est en charge de nous pourvoir l'autodéfense. Alors, le premier élément, c'est de quoi est-ce que je dois me défendre. Le schéma de conduite,
il a tout un enregistrement dans ces bases de données de ce qui peut me faire du mal et ce qui me fait du bien. Alors ici rentre ce qu'on appelle les deux aspects ou les deux conditions ou la polarité de la, on va dire, de la conduite humaine. C'est-à-dire, soit quoi que ce soit que je fais ou que je me trouve, en premier pas, mon chemin de conduite, il doit décider comment précisément se conduire, parce que même la biologie va dépendre de ça. Si le schéma de conduite est en train de détecter, de percevoir, en rapport à ce qu'il a déjà enregistré, s'il perçoit une situation menaçante, soit tout à fait menaçante, qui peut mettre même ma vie en péril, ou bien légèrement menaçante, rien que le fait que j'entends un moustique en train de voler près de moi. Alors ça va déterminer pour le schéma de conduite s'il doit provoquer, il doit donner l'ordre que je dois me défendre. Parce que si je dois me défendre, c'est ce que la psychologie appelle le système, le mécanisme de courir ou bien se battre. Parce que si je dois me défendre, j'ai besoin de changer toute ma physiologie. C'est complètement établi au niveau de ma biologie. Comment va fonctionner mon corps si je dois me défendre ou bien si les conditions sont optimales. Par exemple, il y aura beaucoup plus de circulation sanguine et d'apport d'oxygène dans le corps musculaire. Et les ligaments, les tendons, ils vont recevoir aussi plus d'oxygénation parce que je dois être prêt soit à me battre, et si c'est nécessaire, à coup de poing, ou bien en prenant une arme, ou bien si je dois courir très très vite. Alors, mes sens, ils deviennent beaucoup plus sensibles. Je suis plus objectif à mon environnement, à ce que je regarde. Alors, j'entends avec plus de facilité, je vois avec plus de détails. Et mes yeux, ils reçoivent aussi plus d'apport sanguin pour pouvoir être très observateur, de voir tous les détails qui peuvent me nuire. Et évidemment, les adrénales, elles s'activent, elles commencent à produire ce qu'on appelle des hormones de stress. Parce que ce sont ces hormones qui vont m'aider à faire, si c'est nécessaire, des efforts surhumains et des prouesses, comme par exemple une personne qui, si elle a beaucoup de peur, elle peut faire un saut de 3 mètres dans un seul bond pour franchir un mur, par exemple, parce qu'elle doit échapper à une bête sauvage, quelque chose comme ça. Alors, ça ira évidemment en détriment d'autres secteurs du corps, parce qu'en fin de compte, on a une seule source d'énergie. Alors, si on doit utiliser plus d'énergie au fait de la survivance, de l'attaque, de la défense, et tout ça, c'est au détriment d'autres choses. Alors, par exemple, mon système nerveux, il éteint toutes les fonctions qui ne sont pas essentielles. Par exemple, la digestion, l'élimination, parce que ça, en ce moment-là, ce n'est pas primordial. La reproduction cellulaire, la reproduction générale, elle s'arrête. Évidemment, s'il y a des aliments présents dans l'intestin et tout ça, alors à ce moment-là, la digestion, elle s'arrête. Alors, ils vont tous périmer et finalement, ils vont nuire à ma santé dans le futur. Et c'est comme ça que c'est tout fait. Alors, il y a une interaction très très forte entre le schéma de conduite, ce qu'on appelle le nucléus rouge du cerveau, qui se trouve en dessous de l'hypothalamus, et l'aire limbique du système nerveux, et après tout le reste du système nerveux. Et une bonne partie de ça, pardon? Le nucléus rouge, qu'est-ce que c'est? Le nucléus rouge, c'est une toute petite, très petite glande qui se trouve dans le cerveau
Il se trouve des deux côtés du cerveau, juste en bas du cerveau, juste en bas, je pense que c'est à peu près à l'auteur de l'hypothalamus. Il se trouve exactement à l'auteur de l'oreille et à un et autre côté du centre du cerveau. Alors, ce qu'il a, c'est qu'il y a un système de signalisation physiologique qui existe entre le cœur et le nucléus rouge. Et ce système, c'est un système hormonal. Il va dans les deux sens. Il y a de la communication du cerveau supérieur, du cortex, vers le nucléus et de là au cœur. Mais il y a aussi une communication dans le sens inverse. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup plus de signalisation du cœur vers le nucléus que du nucléus, c'est-à-dire du cerveau, vers le cœur. Et ce qui arrive, c'est que cette signalisation, elle arrive à travers le nerf vagus. Le nerf vagus, c'est un nerf qui, à peu près le 95% de tout le corps, est innervé par le vagus. Et ce qu'il y a, c'est que au cas de nécessité, il y a le cœur a beaucoup plus de capacité de lancer des signaux à travers le vagus que ce que peut faire le cerveau. Alors, si le cerveau veut maintenir, par exemple, le contrôle du corps par moyen du vagus, et sur le moment, le cœur, c'est lui qui veut avoir un contrôle, le cœur va prendre la défense, l'avantage. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup plus de signal qui voyage du cœur au nucléus que au fait du cerveau vers le nucléus. Alors, pourquoi c'est ça? Parce qu'il y a précisément au niveau du plexus solaire, on a déjà vu en horizon qu'il y a ce qu'on appelle le bouclier de défense. Et le bouclier de défense, c'est une copie de tout ce qu'on a nécessité d'avoir en copie de la part du chemin de conduite. C'est pourquoi que ça marche comme ça. Parce que la communication qu'il y a entre les boucliers de défense, le bouclier de défense est comme le chemin de conduite, ce sont des structures purement énergétiques. Il n'y a pas une contrepartie biologique avec laquelle il doit se communiquer, il doit le faire agir. Alors ceci donne un avantage. Parce que la signalisation qu'il peut y avoir entre le cerveau et le nucléus, il y a aussi une signalisation purement énergétique, c'est-à-dire le corps humain, il est soumis au travail d'un système holographique qu'on appelle le complexe cybernétique. Marla l'appelait comme ça. Et cette signalisation est complètement quantique, alors elle est instantanée, ou pour effet pratique, quasi instantanée. Si on a besoin d'avoir un recours à une structure biologique, alors là, on doit prendre en compte aussi une communication, une signalisation nerveuse qui sera électrique dans le meilleur des cas. Et là, on parle d'une communication quand même à la vitesse de la lumière. C'est archi vite, mais ce n'est pas la même chose qu'une communication quantique qui est instantanée. Et après, on doit attendre qu'il y ait une communication plutôt là de type chimique, neurologique. Il y a des neurotransmissions. Alors là, on parle de chimie. Et la chimie, c'est encore plus long. Alors, si on attend à que ce soit purement le chemin de conduite qui prenne la décision de comment travailler mon corps, ça peut me causer vraiment de dégâts. Parce que par exemple, si je dois attendre à contrôler, si je vois par exemple une personne violente qui court vers moi avec un couteau dans la main et elle est complètement fou et elle veut m'attaquer, si je laisse tout ça à mon chemin de conduite purement,
Peut-être que le temps que je vois, je décide, cette personne, elle a l'air agressive, peut-être qu'elle marche contre moi, peut-être que non. Bon, attendons un moment, c'est pas sûr, etc. Le moment où je décide, seulement là, que, ah non, elle vient avec moi, c'est à moi qu'elle vient agresser, alors je vais commencer à courir, peut-être que ce sera déjà trop tard et la personne m'aura agressé. Alors, ce qu'il y a, c'est, on travaille ça purement au niveau énergétique. Alors, ce qui arrive, c'est que mon bouclier de défense, lui, il a aussi une copie dans sa base de données de tout ce qui peut m'être agressif. Alors, si j'ai déjà appris dans mon passé que s'il y a une personne qui arrive avec le rouge de folie, avec un couteau dans la main ou avec un pistolet, et elle vient en courant vers moi, elle me menace, elle me crie, ça c'est une information que mon bouclier de défense est là aussi. Et lui, il est instantané, parce que la seule chose qu'il doit faire, c'est instantanément, à travers précisément le troisième générateur Swadhisthana, il prend le contrôle directement du plexus solaire. Et le plexus solaire, il y a une communication aussi instantanée, purement énergétique, avec les bases de données du corps. Et le cœur, la seule chose qu'il doit faire, c'est presque toucher une touche de commande, comme un fusible. C'est où il est, soi-disant, vers la gauche, et tout est bien, tout est OK, ou bien il flippe sur la droite, et la droite, ça veut dire il y a une situation de menace. Alors, il flippe, et cette situation de menace, elle voyage très très vite au nucléus, le nucléus rouge dans le cerveau, mais surtout, il n'y a pas à attendre à prendre une décision de la part du schéma de conduite. C'est-à-dire, le moment que le contrôle il est activé dans le sens de situation de danger, le nerf vagus, il envoie la même information partout dans la biologie. Alors, chaque cellule du corps, à l'instant, elle sait comment agir dans une situation de danger. Alors, l'opération, elle est quasi instantanée. C'est pour ça que les gens peuvent agir très 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 vite dans une situation de menace. C'est pour ça, par exemple, que si on est dans une salle de cinéma et soudainement quelqu'un crie par là, un tremblement de terre ou bien un incendie, normalement, qu'est-ce qui arrive? C'est que tous les gens, ils perdent le contrôle et ils commencent à crier, à se bousculer, à courir, etc. Parce que ce n'est pas un acte qu'on a décidé. Ce n'est pas le cerveau supérieur qui a pris l'information et il va voir dans le schéma de conduite et il dit « Ah, ok, il faut faire ça ». C'est beaucoup plus vite que le mécanisme d'autodéfense du générateur se déclenche. Et c'est pour ça que les gens, ils disent « Soudainement, je perds le contrôle ». Tu vois, dans les salles de cinéma, dans tous ces lieux, on voit les panneaux okay, qui disent en cas d'un incendie, la première chose c'est rester en calme. Et c'est la première chose que les gens ne font pas. Et pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'à ce moment-là, l'information qu'on a pu lire dans un panneau, elle ne va être pas prise en compte parce que c'est mon cœur et le plexus solaire qui va prendre le contrôle. Ça va être une espèce de coup d'état instantané. Et mon cerveau, même cette partie de mon chemin de conduite, ils vont partir. Ils n'auront aucun contrôle sur ce que je fais. Comment est-ce que vraiment on va être capable de gérer? Le premier pas, c'est à savoir, ce qu'on a besoin, c'est que les générateurs, ils fonctionnent correctement. Et pour ça, le premier pas, c'est l'alimentation. Parce que chaque générateur a précisément une certaine couleur. Et l'énergie pour alimenter chaque générateur, c'est l'énergie qui précisément provient de l'aliment. L'exception, c'est un peu précisément le générateur violet. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle que l'eau et l'air, son énergie sont aussi violettes. Alors, c'est pour ça qu'on nous dit, respire profondément, compte par exemple jusqu'à 10. Et ça commence à nous calmer. Pourquoi est-ce que ça arrive? Parce qu'on verra après que les générateurs,
Ils travaillent chacun de son côté. Mais il y a une chose importante. Comme le 7e générateur a à voir avec tout ce que est la peur de Dieu, croire en Dieu, c'est-à-dire toutes les spiritualités, etc. Il y a une chose que l'ingénierie biologique a fait pour nous, dans notre conception. Et cette conception, c'est, on va dire, le 7e chakra, c'est lui qu'on va dire qui pourvoit, on va dire, l'énergie de la spiritualité. Une personne qui est complètement athée, qui n'a pas la capacité de concevoir ou de ressentir quelque chose qui peut avoir une notion de Dieu ou de divinité, en réalité, là-bas, c'est que son 7e générateur, il est complètement bloqué. Alors, pour différentes raisons qu'il faudrait chercher. Mais ce qui arrive, c'est que comme le générateur, il ne produit pas l'énergie de la spiritualité, c'est pour ça que la personne n'a pas un intérêt, n'a même pas la capacité de concevoir la possibilité qu'il y a quelque chose de plus grand, qu'il y a un concept de spiritualité ou de divinité, ou comment on veut l'appeler. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que le 7e générateur, il interagit non seulement avec la partie mentale à travers cette étoile qui se trouve au centre, mais lui, il a la capacité de gérer et d'équilibrer jusqu'à une certaine mesure tous les autres générateurs. C'est-à-dire, il y a une connexion entre le 7e générateur et les autres 6 générateurs. Alors, si, par exemple, je respire profondément ou je bois un peu d'eau, qu'est-ce qui va arriver? Soudainement, il y a une décharge d'énergie pourpre ou violette qui arrive au 7e chakra, et comme il reçoit un petit excès, un petit coup de pouce, il va envoyer cette énergie aux autres générateurs. Et ça va plus ou moins aider à les équilibrer. C'est pour ça que dans toutes les situations où une personne se sent en crise, en panique, en danger, les gens qui arrivent, les premiers répondeurs par exemple, ou bien les thérapeutes, etc., la première chose qu'ils font, ils le disent, attends, commence à respirer profondément. Et ça calme les gens. La raison, ça vient d'ici. Mais en termes généraux, le premier pas, c'est pour ça que c'est important d'essayer de chercher à avoir cette alimentation en équilibre. Parce que si par exemple je consomme trop d'énergie jaune dans les aliments, qu'est-ce qui va arriver? Que le 3e générateur, qui est en charge de l'autodéfense et l'énergie de tempérament, il va être tout le temps en suractivité. Il va avoir une tendance à avoir trop d'énergie. Alors qu'est-ce que ça produit? De premier pas, c'est une personne qui a plutôt un état constant comme d'agressivité. Il est constamment dans cette situation de ressentir qu'elle reçoit une défense, qu'elle va être attaquée, alors il est continuellement à la défensive. Le problème, c'est que la personne peut-être que, parce que l'être humain a une capacité à s'accoutumer à une certaine condition. Alors, c'est ce qu'on appelle un système d'homéostase, dans lequel je m'accoutume à une certaine façon d'être et je remarque même plus. Alors, après, c'est cette personne qui est tout le temps à la défensive, et peut-être qu'il y a une autre personne qui lui dit tu es trop agressif, tu es trop demandant, etc. Et la personne, elle dit c'est pas vrai, moi je suis normal et c'est tout. Oui, parce qu'elle a appris à prendre cette nouvelle base, être tout le temps, parce qu'elle ne se rend pas compte que c'est son générateur qui est en train de produire trop d'énergie. Ça, une raison, ça peut être l'excès de consommation de l'énergie jaune. Mais de l'autre côté, ça peut aussi arriver un problème. Si on ne mange pas assez d'énergie jaune dans les aliments, qu'est-ce qui va arriver? Que le générateur, il ne va pas être suffisamment actif la plupart du temps. Alors, il ne va pas me donner non seulement la capacité d'une autodéfense, mais aussi, il ne va pas me donner un degré suffisamment grand de tempérament pour faire des choses. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appellerait la force intérieure
pour faire les choses. Alors ça, c'est par exemple quelque chose de très très commun, par exemple dans les adolescents. Les adolescents qui n'ont pas, qu'ils se referment sur eux-mêmes, ils ne veulent pas parler, et la chose très commune, c'est qu'ils n'ont pas une volonté. On leur dit qu'est-ce que tu vas étudier, qu'est-ce que tu veux faire, et tout le temps je ne sais pas, je ne veux pas penser à ça, ils s'évadent, etc. Ça, on dirait, c'est une raison. Une raison, c'est précisément ce générateur qui ne produit pas suffisamment d'énergie. Alors ils n'ont pas d'où ce pouvoir d'une énergie, de caractère, de décision, de force, de dire moi ce que je veux faire c'est ça, oui c'est vrai, alors je vais travailler, je vais lutter pour obtenir ça. Alors ça c'est pour donner un exemple. Alors on voit ici tout ce fonctionnement, ce sont les générateurs, c'est une des fonctions qu'ils font, et après on verra il y a différentes fonctions directement biologiques qui sont à la base du bon fonctionnement des générateurs. Alors, c'est pour ça les maîtres insistent de gérer notre alimentation pour qu'on prenne des portions équitatives et pour toutes les couleurs, parce que ça va aussi, c'est le premier élément de base, pour avoir une gestion émotionnelle saine. Si on n'a pas une alimentation correcte, c'est très difficile de pouvoir avoir une bonne gestion émotionnelle. Parce qu'on est en train de parler que les générateurs, ce sont comme des batteries. Alors, si les batteries, elles surchauffent, elles vieillissent, elles n'ont pas d'énergie, rien de ce que je fasse au niveau mental va pouvoir m'aider. Parce que le mental envoie ces signaux à travers ces points, ces éléments d'ici, pour faire travailler le générateur. Mais c'est le générateur, lui, qui pourvoit l'énergie d'action. C'est pour ça qu'on appelle ça les émotions. Émotion, étymologiquement, émotion, ça vient du latin emovere, qui veut dire ce qui me déplace, ce qui me meut à faire des choses. Alors, c'est littéralement ça. C'est ça qui pourvoit l'énergie pour provoquer le déplacement corporel, pour faire des stimulus nerveux du système endocrinologique, et de là, le système musculaire, le système, c'est pour me faire agir. Et c'est une énergie qui doit être présente dans les générateurs. Après ça, qu'est-ce qu'il y a? On a ceci, les décharges de quanta que chaque chakra produit sert à d'autres objectifs que l'expression émotionnelle. L'énergie non utilisée, restante, va traverser le corps comme des lignes résiduelles avant d'être expulsée. Normalement, dans des conditions saines, cette expulsion, elle devrait être, comme le montre ici, complètement horizontale. C'est-à-dire, c'est comme si on lançait des cailloux dans la surface de l'eau et ça forme de cercles concentriques horizontal. Ça, c'est la première condition, on va dire. Cette énergie, elle va voyager jusqu'à la surface de mon corps et un peu plus. Normalement, de 10 à 15 cm en dehors de la peau. Ça va former une couverture autour du corps et aussi une couverture autour de la tête. Je vais essayer de faire ça momentanément un peu plus grand. Comme ça, ce sera un peu plus clair. Okay. Ici, on voit un peu mieux. On voit les 5 générateurs d'en-dessus, dans la colonne, ils vont produire une espèce de tonneau qui m'entoure. Les 2 générateurs de la tête, étant donné qu'ils sont plus à l'intérieur de la tête, c'est une raison. Et la deuxième raison, c'est qu'en général, dans l'être humain, on donne beaucoup moins d'activité
aux 2 générateurs d'au-dessus qu'aux 5 générateurs inférieurs. Pendant les dernières 30 années, ceci a vachement changé. Et maintenant, avec les gens, les jeunes, ça a vraiment changé. Mais c'est encore peu. Pourquoi? Parce que si on voit le 6e générateur, il produit l'énergie du grégarisme, c'est-à-dire la nécessité de l'être humain d'être avec d'autres êtres humains, la nécessité de faire un groupe pour de là former une société, et aussi l'activité intellectuelle. Et dans le cas du 7e générateur, on parle de cette activité spirituelle. Alors, ici, on a 2 affaires. Dans le sens du grégarisme, depuis à peu près les 15 dernières années, vraiment, ça commence à devenir un problème. Pourquoi? Par l'excès d'usage des réseaux sociaux, le Facebook et tout ça, parce que ça a une tendance à isoler les gens. Maintenant, on voit dans un restaurant, et même dans une même table, on voit chacun planqué en face de son téléphone. Les gens, ils ne parlent plus, il n'y a plus de conversation, il n'y a plus rien. Maintenant, depuis 2 années avec la pandémie, c'est encore pire, parce que les gens restent à la maison, alors il y a encore moins d'activités d'intégration sociale, etc. Alors, si on ne demande pas ça, le générateur, il dit, bon, alors on ne me demande pas, alors je commence à produire de moins en moins d'énergie. Alors c'est un peu comme une ampoule. Si on voit les 5 générateurs en dessous, normalement, les gens, ils sont plus contrôlés par ce type d'activité, évidemment. Alors on va penser que ce sont des ampoules, les générateurs 1 à 5, on va dire que ce sont des ampoules de peut-être 100 watts. Et ce qui arrive, c'est que le 6e générateur, c'est plutôt une ampoule de peut-être 10 watts. Il allume beaucoup moins. Dans les 40 dernières années, ça a beaucoup changé et ça varie évidemment beaucoup de pays en pays et de société en société, parce que quand même, le 6e générateur, il pourvoit l'énergie de l'intellect. Et quand même, l'activité intellectuelle de l'être humain, elle a beaucoup grandi depuis les quelques dernières décennies. Et il y a même des sociétés qui sont beaucoup plus culturellement actives, etc., que évidemment d'autres. Alors quand même ça aide. Mais du moment, ce qui n'aide vraiment pas, c'est tout l'isolement qu'est en train de produire le Facebook et tout ça. Hier, je suppose qu'en France, vous avez aussi subi la chute de Facebook et de WhatsApp. Oui, okay. Ici, pendant 6 heures, on n'a pas eu de Facebook ni de WhatsApp. Et vraiment, moi, j'étais vraiment soulagé parce que soudainement, j'ai cessé de recevoir des tas de messages. Alors, je pouvais me concentrer en une chose sans être tout le temps en train de répondre des questions des patients et d'élèves et tout ça. Alors, je suppose que c'était un peu planifié de laisser tomber tout ça, comme ça, on allait se désintoxiquer un peu. Mais bon, et puis le 7e générateur, avec toute la distorsion que les organisations religieuses ont provoquée autour du concept de la divinité de tout ça, et aussi un déclin vraiment accéléré, même ici au Mexique, que traditionnellement on est une société très croyante et très fervente envers la Vierge de Guadeloupe et tout ça, mais ça aussi, ça commence à descendre. Il y a beaucoup de pays où vraiment l'activité, elle est en plein essor, elle est en pleine transformation, mais en général, c'est soit l'énergie est mal utilisée, il y a des tas d'activités que les gens considèrent comme spirituelles, mais en réalité c'est pas bien géré, c'est pas bien expliqué, c'est pas bien dirigé. Alors les gens, ils ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils ont à faire. Il y a aussi beaucoup, ce qui a grandi beaucoup, c'est ce qu'on appelle en anglais le spiritual shopping. C'est-à-dire des gens qui montrent une façade de moi je te montre un chemin spirituel de développement, mais en réalité ce que je veux c'est ton contrôle ou bien ton argent. Et ça a aussi grandi beaucoup. On le voit un peu partout, des gens qui soudainement perdent la boussole et au lieu d'être un mouvement vraiment authentique et
basé sur le service et l'aide, c'est plutôt combien tu vas me payer et comment je fais pour te contrôler. Et tout ceci, ce que ça fait, c'est que l'activité des deux générateurs supérieurs, elle commence à s'amoindrir. Alors normalement, ce qui arrive, c'est au fait l'activité externe des générateurs, c'est plutôt comme ça qu'on la voit. Elle est comme une espèce de poire. C'est un tonneau tout autour de mon corps, mais beaucoup plus limité dans la tête. Normalement, ce qu'il y a, c'est seulement une petite auréole juste en-dessus de la tête. Et parfois même, il n'arrive pas à entourer complètement ma tête. Ça va dépendre évidemment de chacun, de comment est son activité, sa gestion émotionnelle. Maintenant, c'est aussi le profil alimentaire, etc. Par exemple, les aliments pour le 7e générateur, on sait déjà, ce sont toutes les graines, les cacahuètes, les arachides, les noix, etc. Alors, soit il y a des gens qui consomment beaucoup de ça, soit il y a des gens qui disent non, parce que ça me fait grossir, parce que ça me plein de boutons de la tête, etc. Alors, je ne consomme pas. Ou bien c'est trop lourd pour moi, ils ont beaucoup de graisse, alors je préfère pas le consommer. Alors, c'est un cas typique. Alors, ce qui arrive, c'est que normalement, celui-là se limite juste à un petit bonnet juste en dessus de la tête. Alors, ce qui arrive, c'est, comme dit ici, tout ceci dépend du niveau de conscience, de la santé. Normalement, les lignes, elles s'arrêtent à 10 ou 15 cm de distance. Mais elles peuvent atteindre jusqu'à quelques mètres autour de moi. Alors, il y a, tout ce phénomène, le maître nous explique, c'est ce qu'on appelle l'aura. Ça, c'est un terme qu'on a beaucoup écouté dans beaucoup de places. C'est cette espèce de champ de force qui m'entoure. Alors, ici, il y a un premier exercice que vous pouvez faire si vous voulez. Je peux vous montrer comment le faire. Parce que l'aura, on peut le sentir nous-mêmes. Alors, une façon, celle qu'on nous a montrée, c'est on commence à frotter les paumes des mains jusqu'à ce qu'elles soient plus ou moins chaudes. Et après ce qu'on fait, on étire les bras et on commence à les déplacer. Mon bras complètement étendu, j'écarte la paume et je commence à faire un mouvement très très lentement, comme si j'étais en train de mettre du savon, de la mousse de savon sur une vitre. Alors je fais lentement comme ça et à un moment donné, ce que je vais faire, c'est je pousse très très vite ma main quelques centimètres en avant. Quand je fais ça, subitement, pendant un très bref instant, en faisant ça, je vais soudainement sentir une légère sensation de froid, mais qui va disparaître très très vite. Ok? Oui, Sophie. Parce que ça, c'est ta main qui soudainement sort de l'aura. Mais l'aura, elle se rend compte et elle fait ça. Elle te recouvre. Mais il va y avoir un petit instant où tu vas ressentir cette espèce de sensation comme de froideur qui dure quelques instants. Ça te montre la frontière de l'aura, la frontière finale. C'est-à-dire, la décharge, elle commence à peu près à 15 cm de mon corps. À plus ou moins à cette distance, on peut dire qu'il y a une espèce de zone de vide. C'est de là que les lignes sont vraiment expulsées, à peu près de 10 à 15 cm. C'est l'état idéal. Et on va parler que l'influence va arriver jusqu'à ce point que vous avez ressenti. En condition normale, c'est à peu près la distance de ton bras qui doit être. Okay?
Mais il y a différentes conditions qui peuvent arriver. L'aura, elle peut être peut-être beaucoup ou pas, rétrécie, ou bien, selon l'état de conscience, il peut s'écarter beaucoup. Okay? Par exemple, moi j'ai un jour vu un documentaire à la télévision. Il y avait un ancien directeur de l'OMS qui a décidé, après, il était à la retraite, alors il a décidé de voyager en Orient et de faire un documentaire sur toutes les différentes médecines traditionnelles de la Chine, de la Corée, du Japon, de l'Inde, etc., du Vietnam et tout ça. Alors il parlait d'acupuncture, de shiatsu, de qigong, etc. Mais sa plus grande surprise, il a eu deux surprises. Une d'elles, c'est quand il a voyagé tout près du Tibet, dans une région où on pratique une forme de religion qui n'est pas un bouddhisme. Elle s'appelle la religion Bon, B-O-N. Ils disent que c'est plutôt une philosophie de vie, mais qui a aussi un concept religieux, qui apparemment est plus ancien que le bouddhisme. Mais ce qui a été impressionnant, et c'est ce qu'il a montré dans le film, c'est que ce gars, il a eu l'occasion de faire une interview à un dignitaire de la religion. Alors il a commencé à parler, il a commencé à demander des choses, et il a commencé à dire, comment est-ce que vous faites, est-ce que vous êtes aussi le guérisseur des gens de ce village? Et il a dit, oui, oui, moi aussi je suis le guérisseur, je suis un peu comme vous, le médecin. Ok, alors il faisait tout ça évidemment à travers un interprète. Alors il a commencé à demander, et qu'est-ce que vous utilisez pour guérir les gens? Il disait, moi j'utilise seulement moi-même. Alors il dit, pardon? Oui, oui, je suis moi-même l'instrument de guérison. Mais est-ce que vous n'utilisez pas des herbes ou je ne sais pas, des pierres, je ne sais pas. Il a dit, non, si vous voyez ici, il n'y a que de la neige. Alors c'est très difficile à trouver des herbes, c'est très difficile à trouver n'importe quoi. Alors c'est moi qui les guéris. Alors il a dit, ah bon, et comment est-ce que vous les guérissez? Ah, pour moi c'est très facile. Quand il y a quelqu'un malade, simplement je leur dis, rentre dans ma hutte, j'ai besoin que tu ouvres le cœur, parce que si tu n'ouvres pas le cœur, je ne peux pas faire rien pour toi. Parce qu'au fait, c'est toi-même qui te guéris. Ce que j'ai besoin, c'est que tu ouvres la porte, et la porte, c'est dans ton cœur. Et en deuxième phase, ce que je fais, c'est je fais que ton corps retrouve la mémoire de comment fonctionner. Et le monsieur, il a dit, et comment vous faites ça? Et il a commencé à expliquer, parce qu'il y a autour de nous une chose qu'on appelle l'aura. Et je sais que vous ne croyez pas à elle. Alors je vais vous démontrer que l'aura existe. Moi, ce que je fais, c'est que j'active à un niveau supérieur l'activité de mon aura. Et ce que je fais, c'est, je dis à la personne, ouvre ton cœur. Est-ce que ton cœur est ouvert? Oui, il est ouvert. Alors approche-toi de moi, à moins d'un mètre de préférence. Il se couche et je reste avec lui pendant, selon la maladie, selon ce que je perçois, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, 2 heures. Il disait, je crois, les maladies les plus difficiles qu'il ait trouvées, ça a mérité 6 heures en continuel d'être assis en face de la personne, du malade. Alors il a dit, et ce que je fais, c'est que, avec la personne et son cœur ouvert, moi ce que je fais, c'est mon propre état qui fait que son corps commence à se rappeler. Alors pour moi maintenant je comprends, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie une vibration et par résonance il refait la correcte vibration de la personne. Mais évidemment on a besoin d'être dans un état de cohérence vraiment très très haut. On dirait une spiritualité très élevée. Parce que si moi-même j'ai des vibrations qui ne marchent pas très bien, alors je vais les envoyer à la personne et peut-être que je vais la gaffer encore plus. Après ça, il a dit,
parce qu'il voyait que le docteur, il avait un air un peu incrédule. Et il n'y avait pas un malade prêt pour faire une démonstration. Alors le monsieur, il a dit, je vois que vous doutez, alors je vais vous montrer que l'aura existe. Alors il a appelé son acolyte, son aide de camp, il a dit quelque chose, alors l'aide de camp, il est sorti, et après l'aide de camp, il est revenu avec un balai. Mais c'était un gros bout de bois, un gros balai. Alors il a dit à son élève, il a dit quelque chose, l'élève, il est devenu livide. Et l'élève, il a dit non. Et le monsieur, il a dit, oui, tu vas le faire, n'aie pas peur. Premièrement, il faut savoir, cet homme, on lui a demandé, il avait l'aspect d'une personne d'à peu près 65 années. Mais on lui a demandé, quel âge avez-vous? Et il a dit, moi, mon âge, c'est 95 ans. Alors ça, le docteur, il a dit, waouh, est-ce que vous pouvez le prouver? Il a dit, ouais, j'ai un certificat de naissance que je peux vous montrer. Parce qu'il n'avait vraiment pas l'aspect de quelqu'un de 95 ans. Mais après, l'acolyte, il était vraiment flippé. Et le maître lui disait, allez, vas-y et fais-le. Et le garçon disait, non, je ne veux pas. Et le docteur, il a demandé, qu'est-ce qui arrive? Et ils ont traduit, il a dit. Le problème, c'est que le maître lui dit au garçon de s'éloigner de beaucoup de mètres et de courir avec toute sa force envers le maître et avec le balai, le frapper de toutes ses forces. Et c'est un homme très jeune, très fort. Et le garçon était non, un vieillard de 95 ans, je vais le casser. Et c'est pour ça qu'il ne voulait pas. Mais le maître lui insistait, et à un moment donné, il a donné une autre vraiment, vraiment très ferme. Alors l'élève, il a dit, bon, alors je le fais. Alors le monsieur disait, mais est-ce qu'il va vraiment le faire? Alors le garçon, il est parti vraiment 8 mètres en arrière, et soudain, il a commencé à courir, et en criant, ah! Et avant de ça, le monsieur, il a dit au médecin, dites à votre caméraman qu'il soit très attentif parce qu'après, vous allez observer l'enregistrement avec du calme. Alors l'élève, il a parti en courant, il a fait ah, ah, il a donné le coup, tout le monde était non, je ne veux pas voir ça. Le monsieur, il était seulement concentré, les yeux fermés, et c'est avec sa main qu'il a fait le signal au garçon d'approcher, de courir. Le garçon, il a fait ça, et c'était comme s'il avait frappé véritablement un mur. Il est retombé en arrière, et le balai, il s'est cassé en 2 parties. Et il n'a pas touché un poil, un cheveu au monsieur. Le monsieur, après, il a ouvert ses yeux, il a souri, et dit, maintenant, revoyez l'enregistrement. Et quand ils ont vu l'enregistrement, il a dit, maintenant, faites-le avancer très très lentement. Et regardez juste au moment où le garçon a fait ça avec le balai. Et ce qu'ils ont vu, c'est que le balai, il approchait, et à peu près à 1 mètre de distance, le point où il a essayé de battre le maître, c'est comme si le balai aurait trouvé un point de choc, une protection, et c'était si fort la force avec laquelle le garçon a essayé de frapper, que le balai, il s'est cassé, et lui, il est renversé en arrière. Alors après, il a expliqué, peut-être qu'un jour, vous aurez des instruments, parce que vous avez besoin d'instruments pour tout, peut-être qu'un jour, vous aurez la capacité d'inventer un instrument qui pourra voir l'aura. Parce que vous devez savoir, l'aura, il se voit comme si c'était des touffes de cheveux très très concentrées, très denses. Et il entoure la personne comme si c'était beaucoup beaucoup de touffes de cheveux en sens horizontal. Et moi, j'ai la capacité, à travers mon mental, de concentrer. Alors, moi, je lui ai dit, tu vas essayer de me frapper ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai concentré toutes les touffes de cheveux de l'aura, je les ai concentrées dans un système hyper dense, tout autour de moi dans ce point. Parce que c'était là que je savais qu'il allait me frapper. Alors, j'ai tout concentré là, et c'est cette densité de cette activité de mon aura qui a littéralement arrêté le balai court. Alors là, le docteur, il était vraiment
maintenant impressionnant. Impressionnant. Et le maître, il a dit, maintenant vous commencez à me croire. Est-ce que vous voulez essayer? Il a dit, non, moi je ne veux pas essayer avec le balai, je vous crois. Et le maître, il a dit, parce qu'on lui a demandé, et jusqu'à quel point vous pouvez donner cette force à votre aura? Il a dit, bon, vous savez, mon record, c'est que j'étais capable d'arrêter une balle d'un fusil de calibre 22 à 20 cm de moi. Et il a dit à son acolyte de partir, et après un moment, l'acolyte il est arrivé, il a dit, ça, un jour, je me suis retrouvé face à face avec un homme blanc, je crois que c'était un Anglais, je ne sais pas ce qu'il faisait ici, mais il avait un gros fusil, je crois qu'il faisait de la chasse ou quelque chose comme ça. Ça a fait déjà très très longtemps, et je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il m'a vu et il a pris son fusil. Il avait un regard très très despectif et il a tiré feu sur moi. Et moi j'ai arrêté la balle. Alors le monsieur, il a été si pris de peur qu'il est parti en courant, en criant, plein de panique. Mais j'ai conservé la balle. Et la balle, elle était complètement aplatie, comme montrant qu'elle avait trouvé un mur et elle s'était complètement aplatie contre le mur. Et il a dit, mais moi, j'ai besoin encore de pratiquer beaucoup. Parce que mon maître à moi, il a été capable d'arrêter l'explosion d'une grenade complètement. Alors le docteur, il a dit, waouh, ça c'est vraiment impressionnant. Alors ça, c'est un peu le concept de l'aura. Il y a une autre façon, un peu plus à détail, de connaître, si vous ne la connaissez pas encore, c'est avec aussi des baguettes de radiesthésie. Ce que tu fais, c'est tu mets les baguettes juste en face de la personne que tu veux mesurer et tu situes point à point sur l'ubication, la localisation de chaque générateur et aussi tu donnes l'ordre. Quand vous vous séparerez, ça veut dire que c'est la zone, la distance d'influence de ce chakra. Alors, ce qu'on fait, on se prend très très proche de la personne, à la hauteur du chakra, et on commence très lentement à s'éloigner. Et au moment où les baguettes elles vont se croiser, ça c'est plus exactement la limite de l'aura. Et on peut faire ça si on a le temps, on a l'intérêt ou bien on a la nécessité. On peut faire un peu, ok, j'ai trouvé le point, maintenant je peux commencer à contourner la personne. L'idéal c'est de le faire en direction du sens des aiguilles d'une montre et on commence à tourner autour de la personne. Parce qu'ici par exemple, l'aura que j'ai dessinée, c'est plutôt comme une espèce de poire. Le diamètre il est uniforme. Mais ça peut arriver que si on voit l'aura par-dessus, il ne sera pas si concentré. Chose typique, c'est si on a un organe malade, par exemple, à l'auteur de cet organe et de ce chakra, si on connaît la relation entre le chakra et l'organe qui l'énergise, si l'organe il est malade, s'il n'a pas de vitalité, ce qu'on verra, c'est que l'aura, à ce point-là, il est beaucoup plus étroit que dans les côtés qui sont sains. Moi, j'ai un jour fait une présentation à un monsieur, je voulais vendre précisément les cercles, les pyramides planes, c'est une chaîne à peu près moyenne de magasins, on va dire de type ésotérique. Il y a à peu près 8 ou 10 magasins ici en ville de Mexico et dans les 3-4 villes principales. Et je voulais essayer de rentrer pour vendre les cercles. Et on m'a dit d'aller avec la personne responsable des finances, de l'argent, pour le convaincre. Alors j'étais en train de parler de la pyramide plane et il avait une tête de tu t'en fous de moi, ça, je crois à rien de ce que tu me dis. Alors je disais, bon, je commence avec le pied gauche, mais bon. Alors je lui ai dit, bon, si vous voulez, je peux vous faire une petite démonstration. Et il a dit, oui, volontiers. Et je peux la faire avec vous. Je vais mesurer votre aura et je vais mesurer un peu l'état avec des baguettes
de radiesthésie, l'état de vos différents organes. Et alors il avait une tête de « Ah ouais, ok, bon, essaie de faire ça ». Alors je lui ai dit « Mettez-vous debout » et j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à m'approcher, je m'éloignais. Il avait une tête de « Ouais, après quoi, tu prends ma tête parce que c'est dégueulasse tout ça ». Et je marchais, je sais que j'ai eu aussi de l'aide de mon être supérieur parce qu'à un certain moment, je commençais à avoir une tendance parce que je voyais autour de son foie qu'il y avait beaucoup de problèmes et dans ses poumons, certains problèmes. Alors je faisais tout ça et soudainement, et après, soudainement, j'ai eu la sensation de demande-lui s'il boit et demande-lui s'il fume, mais des cigarettes sans filtre spécifiquement. Alors soudainement, je marchais, comme tout ça a l'air, j'ai dit, est-ce que vous buvez? Et soudainement, il a pris une tête de et est-ce que vous fumez des cigarettes sans filtre? Il a dit, comment est-ce que vous savez? Elle m'a dit, parce que moi, j'ai une cirrhose dérivée de excès de boisson. Et mon médecin m'a dit que je suis sur le point d'avoir un emphysème. Alors, maintenant, je voyais qu'il était complètement vert. Il était surpris parce qu'il n'avait pas l'aspect. Vraiment, il n'avait pas un aspect malade. Il était impressionné. Je lui ai dit, bon, vous savez ce que je vois avec les baguettes? Je vois que précisément dans la zone de votre foie, il est complètement sans vitalité, il est complètement infléchi sur lui-même. Et j'allais précisément vous demander si vous avez une certaine maladie de type chronico-dégénératif dans le foie. Et ça m'est arrivé aussi dans les poumons. Quand je suis derrière vous, que les poumons sont plutôt derrière, je vois que surtout votre poumon droit, il est comme bloqué, comme s'il y aurait une grande manque d'exercice, ou plutôt fumer au moins 10 cigarettes par jour, sans filtre, parce que quand même le filtre, il aide à éliminer quelques-uns des éléments nocifs des cigarettes. Alors il était livide, il est parti dans son bureau, il l'a ouvert, il a sorti un paquet de cigarettes précisément. Il y a ici une marque de cigarettes qui est très fameuse, elle n'a pas de filtre. Et il m'a montré, il me dit, moi je fume 12 cigarettes de ça par jour. Et oui, c'est mon poumon droit qui est le plus endommagé. Alors maintenant il a dit, comment on fait pour vendre vos cercles, comment ils peuvent m'aider? Alors j'ai commencé à lui donner, vous pouvez mettre comme ça et faire ceci. C'est pas seulement ça, ceci c'est seulement pour contrôler un peu les symptômes. Vous avez besoin d'un traitement complet, évidemment médical. Mais ça peut vous aider. Alors, on a resté encore à peu près 1h30, parce qu'il commençait à me dire, et le rouge c'est pourquoi, et le vert c'est pourquoi, et le jaune c'est pourquoi, et qu'est-ce que je peux faire avec ça, et comment je peux les combiner. Il faisait des tas et des tas de questions. J'ai donné un cours complet des cercles, seulement pour lui. Et maintenant, il a dit, wow, oui, on va vous acheter ceci, je vais le mettre en vente dans tous les magasins, parce que c'est merveilleux, c'est archi intéressant, et blablabla. Mais ce sont des exemples de comment marche l'aura. Alors, pour la partie supérieure, vous pouvez faire la même chose. Et normalement, l'aura ici, c'est beaucoup plus directement dépendant, précisément du niveau de conscience et tout ça. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas complètement la même activité qu'on va trouver dans le 6e et le 7e chakra que celle qu'on va trouver dans le reste du corps. Aussi, ce qu'il y a, c'est que l'activité intellectuelle et on va dire parfois l'excès d'activité mentale, ça peut aussi faire un peu détriment sur l'expression de l'aura dans la tête. Pourquoi? Parce que on sait tous que connaissance, avoir la tête pleine de données, ça n'est pas une garantie d'une véritable sagesse. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut voir. Une chose, c'est la pure activité mentale, et une autre, c'est vraiment l'activité intellectuelle, voire la véritable sagesse. Il y a des gens qui savent beaucoup. Maintenant, surtout,
Maintenant que c'est très facile, qu'on a toute la connaissance disponible dans le Wikipédia et tout ça, il y a des gens qui savent beaucoup de données, mais pas nécessairement, ils ne savent que faire de toutes ces informations. Et si vous le voyez, l'étymologie du mot déjà nous le dit, c'est information. C'est-à-dire, une chose qu'on a besoin, c'est avoir de la formation. Mais l'excès de données, ça nous donne de l'information. C'est-à-dire, on a beaucoup de données, mais qu'est-ce qu'on fait avec elles? Okay? Alors, si on a trop d'activités mentales, parce qu'on est tout le temps en train de, maintenant je lis ce livre, maintenant celui-là, maintenant je suis à cette école, maintenant je vais avec ce maître, ou bien avec celui-là, ou bien avec celui-là, et je suis tout le temps à la poursuite d'une connaissance nouvelle, du dernier livre de machin ou de monsieur, etc. Mais je ne prends pas le temps de, ok, je lis ce livre, ou bien je prends cette formation, et vraiment je l'étudie. Je la laisse me pénétrer, on va dire, de mouiller la terre, de l'approfondir, de vraiment voir et de prendre ce qui m'est utile, d'écarter ce qui ne m'est pas utile, et maintenant, vraiment, je le fais qu'il fasse partie de moi. Ce qui reste, c'est que si tout reste plutôt superficiel, si je suis de ces personnes, par exemple, qui, maintenant je pars avec un groupe dans les pyramides, je ne sais pas, et on a fait des méditations fantastiques et excellentes, et la personne me dit, oui, mais tu sais, il y a toute une école de philosophie, toute une école de connaissances derrière ça. Et tu peux rester dans cette école et l'étudier. Il y a beaucoup de choses à faire pendant 5 ou 10 années. Mais beaucoup de gens restent à, ok, j'ai allé à l'expérience, le phénomène, et soudainement, oh, maintenant je trouve qu'il y a une autre école. Maintenant je vais partir avec un retrait de chamanisme avec les Sioux en Amérique du Nord, et maintenant je suis 5 jours là-bas, et je reviens, et c'est la même chose. Je dis, les expériences ont été merveilleuses, les méditations hors de ce monde, etc. Et on est tout le temps derrière une et une autre, une autre, une autre, une autre. Ça produit beaucoup d'activité mentale, mais pas nécessairement l'énergie du générateur 6 et 7 en bonne cohérence et santé, et ça va aller en détriment du fonctionnement de l'aura dans la partie supérieure de la tête. Pour détecter cette partie, normalement, ça ne va pas être si loin que le bras, mais vous pouvez essayer. Mais le conseil qu'on nous donne, c'est si on veut ressentir l'aura plutôt autour de la tête, on fait la même chose, mais maintenant ce qu'on fait, c'est on part à peu près une distance de ma main, mais plutôt ce que je fais, c'est je commence à imaginer qu'il y a comme une espèce de ballon, et ce que je vais faire, c'est essayer de sentir s'il est beaucoup gonflé ou pas très gonflé. Vous voyez, si tu prends un ballon qui est juste gonflé, il est plutôt dur. Mais s'il a déjà perdu de l'air, tu vas trouver qu'il est plus douillet. Vous comprenez? Alors, tu fais la même chose, mais tu imagines que tu prends le ballon et tu commences comme à l'appuyer, à faire pression. Et c'est surtout en dessus de ta tête. Tu commences à faire ça. Et à un moment donné, tu vas trouver un point dans lequel il paraît que tu as trouvé ce ballon qui est comme un peu plus gonflé. Peut-être que ça prend un peu plus de temps parce que tu dois commencer plutôt à cette distance, à peu près, et tu dois commencer à chercher le point, à t'éloigner un peu plus. Moi, par exemple, ici, je viens de le trouver. C'est plutôt ici. Okay? Tu fais des mouvements comme ça, comme si tu voulais faire pression sur le ballon. Okay? Et à un moment donné, tu vas pas ressentir cette sensation de froid. Mais c'est soudainement comme si tu trouvais un point un peu plus dur. C'est cette distance à laquelle se trouve ton aura.
Alors, si vous ne le trouvez pas maintenant, peut-être avant de vous endormir, vous pouvez essayer de le faire avec plus de calme, parce qu'il faut vraiment tâter un peu partout, parce que ça peut avoir une forme plutôt différente et ça varie beaucoup selon le niveau d'activité mentale, selon l'intensité de mon activité mentale. Ça va pas être la même chose si je viens juste de lire, par exemple, un livre de Nassim, ou bien seulement une bande dessinée, ou bien si je viens de lire un polar, ou si je viens de voir quelque chose à la télévision. Tout ça, ça va varier l'activité mentale. Et aussi, ça influe si je suis plutôt visuel ou auditif ou tact, etc. Parce que les différentes régions d'intégration des différents sens se trouvent à différentes parties du cerveau. Alors, tout ça, ça marque une influence où la distance est le point spécifiquement où je trouverai plus cette zone d'influence. En général, moi, personnellement, je n'ai pas trouvé si utile ou si fréquent la nécessité de spécifiquement faire un peu le rapport du chakra du 6 et du 7. Parce qu'en général, les gens, il y a beaucoup moins d'activité ici. Quand je vois des patients ou des élèves, c'est plutôt ici que se trouve la majorité des problèmes. Parce que vous pouvez le voir plutôt à le type d'émotion qu'ils travaillent. Et ça, on peut dire que c'est plutôt ces 5 générateurs, on peut dire que c'est un peu le résumé de la condition humaine de la vaste majorité des gens. Et spécialement, ce sont des gens qui ne sont pas encore très enduits dans ce qu'on pourrait dire les écoles de développement, ou bien le coaching, ou bien des écoles de méditation, de séparation spirituelle, etc. La plupart des gens ne sont pas encore à ça, ou très peu. Le plus qu'ils font, c'est avoir une vague notion qu'il y a, oui, des religions, qu'il y a Dieu, que peut-être que parfois je vais à la messe et je suis là un peu plus, ou bien peut-être que je prie un petit paternoster, etc. Et voilà, c'est tout. C'est plutôt dans les 5 générateurs inférieurs. Alors là, vraiment, c'est où il y a beaucoup plus d'applications, en tout cas, à connaître plus spécifiquement quel est l'état de mon aura. Il y a aussi une autre façon, mais c'est un peu indirect. Je suppose que vous avez déjà entendu parler de ce concept, que c'est la caméra ou l'effet Kirlian. Vous avez entendu de ça? Ok. Alors, vous savez qu'on met par exemple un doigt ou la main entre deux films photographiques et de charges de haute tension, on provoque une décharge et il y a tous les filaments qui sont autour. Ces filaments, beaucoup de gens disent que c'est une photo de l'aura. Kardec m'a un jour expliqué ça, c'est pas une photo de l'aura. Je vais vous expliquer après qu'est-ce que c'est. Mais en termes généraux, il nous a dit, si vous voyez qu'il y a toute une relation, on va dire, une uniformité, vous voyez, vous avez déjà vu des photos kirliennes? Oui, j'en ai fait une déjà. Ah, tu as fait. Tu vois que c'est comme beaucoup de petits poils qui entourent les doigts, ok? Alors, le plus homogène, le plus oui, homogène au niveau de distance, d'épaisseur et l'uniformité de ces filaments, ça peut te donner une idée que c'est plutôt comme ça que ton aura, elle va être aussi uniforme. Ça te donne une idée. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que il y a une relation qui va, oui, le petit doigt, c'est le... Attends. Non, je veux pas dire une connerie. Donnez-moi une minute.
Ok, c'est le petit doigt, c'est le générateur jaune, ça représente le jaune. L'annulaire, c'est le rouge. Le milieu, c'est le bleu. L'indice, c'est le vert. Et le petit poucet, c'est le blanc. Alors, si on a une photographie qui vient de la main, chaque doigt nous donne une idée de comment se trouve l'état de l'aura et pour le générateur correspondant. Ok, alors, c'est du moment ce qu'on sait, c'est que oui, une première fonction, on verra un peu plus tard plus de ça, c'est l'aura, c'est la décharge des énergies excédentes de mes générateurs. Ça accomplit des fonctions protectrices et oui, évidemment, il y a même des disciplines comme ce monsieur qui vraiment, elles peuvent se convertir en un élément vraiment très très protecteur. Mais en général, pour tout le monde, c'est par exemple ici que commence la protection contre les virus, les pathogènes, les parasites, les bactéries, tout ça. Un premier niveau, ça va être l'aura. Parce que, comme je dis, sa zone d'influence est le bras complet. Alors ça commence déjà à une bonne distance à me protéger. Et aussi, avec ce que je vous ai dit, ça peut commencer à nous donner certaines informations sur l'état émotionnel de la personne et même sur son état de santé. Mais grâce à savoir la relation qu'il y a, qu'on a vu à détail en Orizen, et je la remets ici, la relation qu'il y a entre les différents générateurs et les organes qu'on veut voir. Et c'est avec des baguettes de radiesthésie ou avec un pendule, c'est facile et c'est bon marché de pouvoir se donner une idée de comment se trouve la personne, soit au niveau émotionnel, soit au niveau de santé en général. Ok, après ça, qu'est-ce qu'il y a comme je disais, le nom sanskrit pour le cercle qui forme l'aura s'appelle Kan. Kan, c'est aussi un terme sanskrit qui veut dire cercle. Mais Kan aussi signifie perfection. Alors, la forme de l'aura et ça ou ses couleurs est fortement corrélée avec le type d'émotion que nous avons tout le long du jour. Évidemment, ça, ce serait un état idéal, c'est-à-dire une bande d'à peu près 10 à 15 cm d'épaisseur qui est bien uniforme, elles sont bien horizontales, comme je le montre ici. Mais au chakra, ils peuvent lui arriver différentes choses. Si je produis une activité exagérée d'un chakra, par exemple dans un match de foot, où il y a des milliers de personnes qui sont en surexcitation continuellement pendant à peu près 3 heures. Une demi-heure avant le début du match, puis pendant tout le match, ils crient, ils font des tas de choses, et même après le match, ils continuent à être en exaltation. Qu'est-ce qu'ils arrivent? C'est qu'il y a trop d'émotivité. Alors, ils mettent le deuxième chakra, le deuxième générateur en suractivité, et le générateur, il produit une quantité exorbitante d'énergie. Mais le problème, c'est que le générateur, il n'a pas une capacité infinie de produire de l'énergie tout le temps. C'est comme une batterie. Il a une charge, et une fois que la batterie est déchargée, le générateur, il ne peut plus. Il a besoin de se recharger. Normalement,
un générateur, selon la quantité on va dire, de débit d'énergie qu'on lui demande, il ne va pas arriver à produire de l'énergie pendant plus d'à peu près environ 2 heures. 2 heures, ça vient être le maximum de temps que le générateur peut, en réalité, produire de l'énergie. Et ce n'est pas le niveau le plus sain. C'est-à-dire, les maîtres nous conseillent que les générateurs, on ne leur demande pas subitement des excès d'énergie parce qu'on produit une décomposition. La compensation de l'activité biologique, elle disparaît. Alors on commence à compromettre le bon fonctionnement, on dirait, du métabolisme cellulaire. Mais en tout cas, c'est essayer que ce ne soit pas pendant beaucoup de temps, au plus une demi-heure. C'est-à-dire, par exemple, dans un cas, une chose trop émotionnelle, on dirait, le conseil, c'est essayer de ne pas être pendant plus d'une demi-heure avec la même chose. C'est-à-dire, pas plus d'une demi-heure en regardant, par exemple, un match de football. Ou bien, s'il y a un film qui est trop émotif, qui a trop d'activité émotionnelle, ou un film où il y a trop de contenu sexuel, ou bien un film où il y a trop de violence, ou bien un film qui est le suspense continu. C'est un thriller où on cherche l'assassin, et c'est un film qui dure 3 heures et demie, et je suis les 3 heures et demie au bout de mon fauteuil parce que je ne sais pas c'est qui l'assassin, il va la tuer, etc. Et je suis continuellement dans un état de suspense. Alors qu'est-ce qu'il y a? C'est que je produis une suractivité sur le 4e chakra par la peur et tout ça, l'incertitude. Et ce qui va arriver, c'est qu'au bout de 2 heures, le chakra, le générateur, dit moi, j'en peux plus. Je n'ai plus d'énergie à te donner. Alors, le générateur, ce qu'il fait, c'est que au lieu de continuer à produire les lignes d'énergie en sens horizontal, il va commencer à s'incliner. Okay? Et parce qu'il commence à perdre de la force. Alors, il va commencer à lancer des énergies, dans ce cas des énergies blanches, dans d'autres régions du corps qui ne sont pas conçues pour recevoir l'énergie. Par exemple, ici, on a par exemple la thyroïde. La thyroïde est un organe qui prend de l'énergie bleue. Alors, il y a une relation entre la thyroïde, évidemment, et le 5e générateur. Le 5e générateur, une des choses qu'il fait, c'est travailler avec l'énergie de l'instinct de propriété, les choses qui m'appartiennent et les choses qui ne m'appartiennent pas, et aussi les ambitions. Alors, tout ce qui est je dois travailler, j'ai besoin de gagner de l'argent, je veux gagner plus d'argent, etc. L'énergie qui me donne la force ou l'intérêt à chercher ce type de choses, cette énergie, elle est produite par le 5e générateur. Mais, ce qu'il y a aussi, c'est que la thyroïde, c'est un des organes qui s'alimente de l'énergie bleue. Et si on voit, j'ai oublié de l'écrire. Oui, ok, elle n'est pas écrite ici, mais la thyroïde, la glande thyroïde, elle prend de l'énergie comme organe, elle prend de l'énergie bleue. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'organe, comme organe, il est conçu pour travailler son problème avec l'énergie bleue. Mais il n'est pas complètement conçu pour travailler avec de l'énergie blanche. Alors, le problème va être, si, je vais vous montrer, si je prends, qu'est-ce que j'ai fait? Attends. Ok. Ok, non. Mauvais exemple. Ok. Faisons un autre exemple. Oui. Par exemple, une personne
on prend le troisième générateur. Le troisième générateur, qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui, troisième générateur, je vois, c'est tempérament. Je vois les organes et je vois par exemple qu'il y a, par exemple, l'intestin grêle. Ok, alors, je me trouve dans une situation où mon tempérament, il commence à croître. Je commence à me fâcher, par exemple, je m'engueule avec mon chef à l'entreprise, au travail. Et pendant tout le jour, nous sommes en train de nous engueuler parce qu'il n'est pas d'accord avec ma façon de travailler et moi, je ne veux pas faire ce qu'il veut que je fasse. Alors, qu'est-ce qui arrive? Après 2 heures, le troisième chakra, il ne peut plus. Alors, ce qu'il arrive, c'est que lui, il produit, normalement, il produirait sa ligne d'énergie en sens horizontal. Mais, à un moment donné, le générateur, il ne peut plus, il perd son rythme. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il commence à... C'est comme ça que je le fais. Alors, comme ça. Alors, le générateur, il va commencer à produire ça. OK? Alors, qu'est-ce qui va arriver? Que les lignes d'énergie, elles ne vont plus voyager dans ce sens-là. Elles ne vont plus continuer à donner toute son énergie, par exemple, à l'intestin grêle. Ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir des énergies qui vont commencer, je vais le faire petit, si je prends ça ici, par exemple, il va commencer à y avoir des énergies, ou bien je vais le faire un peu plus dramatique, plutôt comme ça. Il va y avoir des énergies qui vont voyager vers le haut. Et par exemple, dans Z-Zone, qu'est-ce qu'on a? On a le cœur. Okay? Alors, ce qui arrive, c'est que l'énergie jaune, on a vu dans mécanique quantique, l'énergie jaune, c'est une énergie coercitive. C'est-à-dire, c'est une énergie qui a une tendance à... Elle travaille comme une colle. Elle coince, elle agglutine les choses. Okay? Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si cette énergie commence à arriver au cœur, le cœur n'est pas un organe jaune. Il n'est pas conçu pour recevoir. Il reçoit un tout petit peu, mais pas beaucoup d'énergie jaune. Tous les organes ont besoin de cette énergie. Mais chaque organe a plutôt besoin d'une certaine énergie. Alors, ce qui va arriver, c'est que tous les muscles du cœur vont commencer à recevoir un excès d'énergie qui va faire quoi? Il va avoir un effet coercitif sur les fibres musculaires. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que dans un de ces cas, soit le cœur, il va commencer à battre avec moins de force, soit il va carrément arrêter de battre. Et c'est une chose qui arrive. Les gens qui deviennent vraiment très très fâchés, ils se fâchent si fort que soudainement ils font une crise cardiaque, et c'est l'infarctus au myocardus, et ils meurent sur place. Okay? Qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est ça. C'est la rotation et c'est la fatiguer à l'extrême l'activité du troisième chakra. Alors, c'est comme ça qu'on commence à voir plus à fond, plus profondément, cette interaction de comment les émotions se reflètent sur la biologie, sur les états de santé, la façon d'être, etc. C'est comme ça qu'on commence à voir pourquoi les maîtres nous disent que l'être humain, c'est un être holistique. C'est-à-dire, tout fonctionne en même temps. Tout fait partie de la même chose. Les choses ne sont pas indépendantes l'une des autres. C'est un tout dans lequel la biologie, les émotions, les croyances, les façons de penser, les pensées qu'on a tout au long du jour, et même toutes les convictions et le travail spirituel vont se refléter dans cet état de vie qu'est ma vie, qu'est l'être humain. Ce ne sont pas des choses qui sont séparées. Alors ici, on commence à voir certaines clés, ce ne sont pas toutes, mais il y a déjà pas mal de clés qui peuvent nous aider à comprendre
le pourquoi de mes états de santé, à comprendre les autres et même à comprendre pourquoi ce qui m'arrive, m'arrive. Okay? Alors, c'est pas mal de choses que tout ça, ça peut nous donner. Et c'est pour ça que c'est si important, d'après Kardec, d'avoir une bonne gestion émotionnelle. Le premier élément, c'est avoir une bonne alimentation. Parce que si on ne donne pas de l'énergie, ou bien on donne un excès d'énergie, c'est le premier point pour que les générateurs soient en déséquilibre. Le deuxième pas, c'est spécifiquement travailler à rapprocher à que les cannes soient vraiment ça. Ce soit, ils fonctionnent en perfection. Et là, on parle de quelque chose qui est plus profond, qui est vraiment, on parle de vraiment commencer à suivre une voie de connaissance, une voie de développement pour achever une meilleure gestion émotionnelle. Kardec nous dit, c'est dans les chakras qu'on peut trouver le secret de facilement, très facilement, aspirer à vivre pendant facilement entre 200 et 300 années de vie avec une bonne qualité de vie. C'est dans ce domaine, le domaine purement émotionnel. Alors, c'est, on va dire, comme une deuxième étape. Orisen, c'est un système comme plus de base, c'est un système plus ou moins facile à intégrer dans la vie, et ce qu'il peut nous donner, c'est aspirer à avoir une longévité entre 90 et voire 150 ans de vie d'une façon, on va dire, relativement facile. Mais Kardec nous dit, le potentiel est encore plus grand. Alors, si on veut parler d'un deuxième niveau, pour ceux qui voudraient même vivre par ailleurs de 130, 120 années, c'est vraiment travailler plus à fond la partie émotionnelle. Et c'est là qu'entre ce qu'on appelle beaucoup les écoles vraiment initiatiques, les écoles de type, on va dire, ésotérique, parce que Kardec dit, ça c'est à la base de vraiment partir à la quête d'un véritable éveil dans la vie, un éveil, quelque chose de vraiment plus profond. Alors, c'est pour ça qu'il dit que tout au long de l'histoire, et tout au long du monde, il a existé et il existe beaucoup d'écoles qui sont vraiment plus profondes, qui cherchent ça, à enseigner les gens comment faire une gestion plus profonde de les émotions pour avoir un bénéfice personnel et aussi pour un bénéfice général dans la vie. Il y a quelques écoles qu'on connaît qui enseignent ça. On a le Kan Yoga. Oh, pardon, ici il y a une erreur, c'est yoga. C'est une forme de yoga, mais maintenant vous comprenez, c'est un yoga basé à utiliser précisément l'énergie des cannes, c'est-à-dire l'énergie de ces anneaux produits par les générateurs. Le Kan Yoga, c'est spécifiquement un enseignement que Kardec nous a donné. Bon, c'est plutôt Ramkar, mais qui nous a été transmis à travers Marla pour avoir un moyen d'atteindre une meilleure gestion émotionnelle et au-delà même de pousser, si c'est ce qu'on veut, à vraiment essayer de chercher un éveillement spirituel, une illumination dans la vie. Une autre école qui est très dirigée en réalité à ça, c'est le Tai Chi. On a aussi une école qu'on appelle le Taido Kan. Ça, ce n'est pas de Kardec. On a aussi le Kifu. Le Kifu, c'est aussi un enseignement qui a été donné par Ramkar. Et c'est, on peut dire, que comme la deuxième partie de Kan Yoga. Il y a d'autres, mais ces quatre sont quatre écoles et spécifiques que Kardec nous a dit sont conçues principalement pour ce qui est appelé à la gestion émotionnelle, à travailler avec
les générateurs et à avoir une meilleure gestion. Parce que maintenant, on peut comprendre l'énorme importance que représente un fonctionnement correct des générateurs dans notre vie, dans notre qualité de vie, dans notre bien-être et même dans notre santé physique et biologique. Okay. Alors, je ne sais pas s'il y a des doutes. C'est bien. C'est bien? Ok. Maintenant, je sais que l'enregistrement est correct, alors je le monterai à YouTube et vous pourrez le réécouter après, ou demain, ou quand vous voudrez. Et après, s'il y a vraiment des doutes, je peux essayer de les résoudre. Ok, alors je vais arrêter l'enregistrement.